Analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un objet assez particulier. Oui, un texte extrêmement court. C'est ça. Quelques lignes à peine, mais d'une densité redoutable. Le titre, La pensée de Maurice Kamto, numéro 09-2026. Notre mission, si on l'accepte, c'est d'extraire toute la substance de cette pensée, sa vision du monde. Sa philosophie, en fait. Exactement. Et pour nous guider, on a 3 balises, 3 hashtags. Hashtag Cameroun, hashtag Renaissance et hashtag Changement dans la paix. C'est un exercice qui est passionnant. On a là un véritable concentré de ce qu'on appelle la réelle politique. Une vision du monde sans fioritures. Et sa brièveté, je pense que c'est une force, pas du tout une faiblesse. Ah oui. Oui, chaque mot est choisi pour frapper juste. C'est une déclaration de principe sur la souveraineté, sur l'ordre mondial, mais vu depuis l'Afrique. Et ça change toute la perspective. Alors, plongeons directement dedans. Le texte commence par un constat brutal, sans anesthésie, dans un monde dangereux où le système de sécurité collective a volé en éclats. Ouf, ça pose l'ambiance. Ah oui, c'est assez sombre. On entend souvent cette expression « système de sécurité collective », mais concrètement, ça recouvre quoi? C'est le grand idéal du XXe siècle. C'est l'idée, popularisée après les 2 guerres mondiales, que la sécurité n'est pas l'affaire de chaque pays individuellement, D'accord? mais de tous, collectivement. Si un pays est attaqué, tout le monde est censé réagir, principalement via des institutions comme les Nations Unies et surtout son Conseil de sécurité. C'est une sorte de pacte, tous pour un ou un pour tous à l'échelle mondiale. Je vois. Mais ici, l'auteur ne dit pas que le système est malade ou en difficulté. Il dit qu'il a volé en éclats. C'est une image de destruction totale. Totalement. Ce n'est pas une fissure, c'est comme si on l'avait jeté un vase en cristal par terre. L'image est parfaite. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une autopsie. Il ne dit pas que le système est réformable, il dit qu'il est mort, qu'il n'en reste que des débris. Et le mot dangereux, juste avant, prend alors tout son sens. Ah oui, On n'est plus dans un monde simplement instable, on est dans un monde où les règles du jeu ont disparu, où les garde-fous ont sauté. C'est un peu une vision très dure des relations internationales. L'auteur nous dit « Arrêtons de nous raconter des histoires, la coopération n'est qu'une façade ». C'est le point de départ de toute sa pensée. et si le château fort collectif est en ruine, la seule solution c'est de barricader sa propre maison. C'est ça la suite logique. C'est exactement ça. La phrase continue et où il revient à chaque État de trouver les moyens de sa protection. La conclusion est implacable. Implacable. Puisque le tous pour un n'existe plus, on bascule dans un chacun pour soi stratégique. Ce n'est plus une option, c'est une question de survie. C'est ce que les experts nomment l'autonomie stratégique. Attendez, autonomie stratégique, ça sonne un peu technique, un peu jargon. On parle de quoi concrètement? D'avoir sa propre usine de munitions? De développer sa propre technologie de drone? Ça peut vouloir dire tout ça, en fait. L'idée centrale, c'est de réduire au maximum sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur, pour tout ce qui touche à sa sécurité. D'accord. Ça va de l'industrie de l'armement, comme vous le dites, à la cybersécurité, en passant par la formation de ses propres soldats, la maîtrise de son renseignement. Le message est simple. L'époque où l'on pouvait confier les clés de sa sécurité à un allié puissant est terminée. C'est vu comme une naïveté dangereuse. Puissance. Couper le cordon. L'image est forte. Et ça nous amène au cœur du réacteur, je pense, à la phrase qui, pour moi, est la plus percutante de tout le texte. Ah oui. Je la lis. Nul n'a le droit de poser des limites à ce que l'Afrique peut faire pour assurer sa survie. Là, le ton change complètement. Ce n'est plus un constat, c'est une affirmation. C'est presque un défi. Un défi, absolument. C'est une déclaration d'indépendance radicale. Le mot-clé ici, c'est nul. Ce nul est à la fois vague et très précis dans l'esprit de celui qui lit. Ça peut être une ancienne puissance coloniale, Oui. ça peut être une superpuissance qui utilise des sanctions, ça peut même être une institution financière qui impose des coupes budgétaires drastiques, y compris dans la défense. Le texte dit « Aucun de ces acteurs n'est légitime à dicter à l'Afrique comment elle doit survivre ». D'accord, mais cette idée de souveraineté absolue sans aucune limite, est-ce que ce n'est pas un peu essayer la porte ouverte à une course à l'armement généralisée? Si chaque pays se dit je fais ce que je veux pour ma survie, ça peut vite déraper, non? C'est une excellente question, et c'est le paradoxe apparent du texte. On pourrait le lire comme un appel à la militarisation à outrance. Mais je crois qu'il faut le comprendre différemment. C'est-à-dire? Il ne s'agit pas de prôner l'agression, mais de refuser la vulnérabilité. L'idée sous-jacente, c'est celle de la dissuasion.
Un pays qui est incapable d'assurer sa propre défense n'a pas de voix au chapitre sur la scène internationale. Il subit. Il subit, il ne négocie pas, il accepte les conditions qu'on lui impose. En affirmant le droit de ne pas avoir de limites, l'auteur ne dit pas «nous allons attaquer tout le monde», il dit «nous allons nous donner les moyens de ne plus jamais être en position de faiblesse». Pour que notre voix soit entendue et respectée. Exactement, c'est la condition pour s'asseoir à la table des négociations en tant qu'égal, et non en tant que protégé ou que vassal. Vu comme ça, c'est une affirmation de puissance pour attendre un équilibre, pas pour créer le chaos. C'est plus subtil. Tout à fait. Après cette charge politique très directe, le texte se termine sur deux métaphores. On passe de la géopolitique pure et dure à la poésie. Mais une poésie assez angoissante en fait. Angoissante et terriblement lucide. La première, c'est «Malheur à celui qui compte sur le parapluie d'autrui par temps d'orage». C'est d'une clarté limpide. Le parapluie d'autrui, ce sont les accords de défense, la protection d'un grand frère international, et l'orage, c'est la crise grave, la guerre. C'est ça. Et le malheur, c'est de se rendre compte que, quand l'orage éclate vraiment, celui qui tient le parapluie va d'abord s'abriter lui-même. Et il vous laisse sous la flotte. Voilà. Au pire, il peut le replier et s'en aller. L'histoire récente, malheureusement, nous donne des exemples. On peut penser à l'Ukraine, qui avait renoncé à son arsenal nucléaire en échange de garanties de sécurité. Le mémorandum de Budapest. Précisément. C'était une forme de parapluie d'autrui. Quand l'orage de 2014 puis de 2022 est arrivé, ce parapluie s'est révélé être une promesse sur du papier. Le texte dénonce cette naïveté stratégique. C'est glaçant de réalisme. Et la deuxième métaphore va encore plus loin. Tant pis pour celui qui s'abrite sous un parapluie imaginaire ou criblé de trous. Et là, la boucle est bouclée. Le parapluie criblé de trous, c'est le fameux système de sécurité collective du début. C'est exactement ça. Ce parapluie troué, c'est l'illusion du multilatéralisme. Les trous, ce sont les vétos au Conseil de sécurité qui paralysent toute action. Ce sont les résolutions jamais appliquées. Ce sont les grands principes du droit international qui sont bafoués sans conséquence. S'abriter dessous, c'est se mentir à soi-même. C'est croire qu'on est protégé alors qu'on est totalement exposé. L'auteur dit, entre un parapluie qui n'est pas à vous et un parapluie qui ne protège de rien, le résultat est le même. Vous finissez trempé ou pire. L'avertissement est complet donc. Ne faire confiance ni aux alliés ni au système. C'est une philosophie de l'autonomie totale. Ce qui m'amène aux mots-clés qui encadrent le texte. Hashtag Cameroun, hashtag Renaissance et hashtag Changement dans la paix. On vient de décrire un tableau assez dur, presque cynique. Comment ça peut coller avec des mots aussi porteurs d'espoir que Renaissance et paix? C'est tout le cœur du projet politique en fait. Le lien avec le hashtag Cameroun, bon, ça ancre la pensée dans une réalité nationale. Mais les deux autres mots-clés donnent la direction. Pour l'auteur, il ne peut pas y avoir de renaissance sans cette prise de conscience radicale. D'accord. Fondation mentale, une affirmation de soi, c'est passer du statut d'objet de l'histoire à celui de sujet qui décide de ses propres mouvements. Et cette autonomie stratégique, c'est le moteur de la Renaissance. D'accord. Pour Renaissance, ça se tient. Mais l'association avec changement dans la paix reste un peu contre-intuitive. Ce discours sur la nécessité de s'armer, on pourrait facilement le qualifier de belliqueux. Et c'est là où se trouve, à mon avis, la clé de voûte de la pensée. En liant cette fermeté au changement dans la paix, l'auteur nous dit « Je ne veux pas la guerre, je veux créer les conditions d'une paix véritable ». Et une paix véritable, ce n'est pas... Ce n'est pas l'absence de conflit à tout prix. La paix des faibles, c'est une capitulation déguisée. La paix qu'il décrit est une paix négociée entre égaux. Et pour être un égal, il faut être respecté. Et pour être respecté dans le monde qu'il a décrit, ce monde dangereux où tout a volé en éclats, il faut être capable de se défendre. Je vois. Donc, la quête de puissance et d'autonomie n'est pas une fin en soi. C'est le moyen d'attendre un changement qui ne soit pas imposé par la force, mais négocié pacifiquement. Parce qu'il sera négocié d'égal à égal. Tout à fait. C'est limpide. Donc si je tente de résumer, ce texte minuscule est en fait un manifeste complet. Il part d'un constat. L'ordre mondial est mort. Il en tire une conséquence, chacun doit assurer sa propre survie. Il en déduit un principe, l'Afrique doit être absolument souveraine dans cette quête. Et il conclut par une mise en garde, toute dépendance est un piège. C'est une excellente synthèse. Mais avant de conclure, il y a un dernier détail qui me chicote dans le titre. Un détail qu'on a à peine survolé. Ah oui, lequel? C'est le numéro.
Numéro 091-2026. Le 091 a tout l'air d'un numéro de série. Mais 2026? 2026? Oui. Est-ce juste une suite de chiffres ou faut-il y lire une année, une date butoir? Est-ce que ce texte est une description de l'état du monde à anticiper pour 2026 ou un objectif politique à atteindre d'ici là? C'est une question intrigante. Ça change la lecture du texte. Ça le transforme en une sorte de prophétie ou de programme. Exactement. Et ça ouvre sur une question finale, bien plus vaste. Imaginons qu'une nation ou même un continent entier décide d'appliquer à la lettre cette philosophie d'autonomie radicale. Dans notre monde hyper connecté, Oui, interdépendant. quelles seraient les conséquences concrètes? D'un côté, on peut imaginer des opportunités immenses, une indépendance réelle, une innovation, une fierté retrouvée. Mais de l'autre, les risques sont tout aussi colossaux, l'isolement diplomatique, des coûts économiques faramineux. Une déstabilisation régionale, peut-être? Peut-être. C'est un pari immense. Le texte ne donne pas la réponse, mais il pose la question avec une force qui oblige à la réflexion.